Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous du futur. C'est le 84e, si je ne m'abuse, 84e fois que nous nous retrouvons ici au Cube, ici en direct, ici en public, à Issy-les-Moulineaux au Cube. Je remercie chaleureusement les différents producteurs de ce programme, de ce projet OVNI, l'agence Triple C, la société JD Carré et le Cube, bien sûr. Projet OVNI parce qu'on ne sait jamais jusqu'où il va nous mener. C'est un peu à l'image des dialogues que nous menons dans cette émission. On sait juste que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et nous vous remercions chaleureusement. Cette émission est un petit peu spéciale. Alors, elle est spéciale non pas parce que je vais toujours être accompagné de mon acolyte, Nils Azosmanov, le président du Cube, qui m'accompagne depuis mai 2010. Ça fait un bail. Mais elle est spéciale parce qu'elle s'inscrit dans le cadre de notre deuxième Festival des Rendez-vous du Futur. Et elle s'inscrit également dans le cadre de la Social Good Week, la semaine du web social et solidaire, une semaine pour montrer que le numérique, c'est vraiment créateur de liens, créateur de partage, créateur de sens, créateur de questionnement également. Une émission exceptionnelle, puisque là, nous ne recevons pas un invité, mais deux invités pour un projet. Le projet Datalogie. Enfin, c'est plus qu'un projet, puisque c'est un livre que je tiens dans la main, que nous tenons dans la main. Datalogie, forme et imaginaire du numérique, aux éditions Locaux. Je vous présente Olaf Avenatti. Bonjour. Et Pierre-Antoine Chardel. Bonjour Pierre-Antoine. Je vais aller droit au but, et c'est une question extrêmement simple. Datalogie. Pourquoi? Alors, datalogie, pourquoi? Donc évidemment, c'est un mot qui n'existe pas, ou peu. Mais non, c'est pour ça, pourquoi? Parce qu'en fait, on est bien embêté quand on veut s'intéresser à la question des données. Si vous voulez, on est face à quelque chose qui s'énonce de prime abord comme quelque chose qui relève de la technique, de l'informatique. Et puis, en fait, on se rend compte assez vite qu'il y a des enjeux de logos qui se cachent derrière. Et donc, on a besoin de se poser la question de la relation qu'on a avec ces données. C'est-à-dire, interroger les données pour elles-mêmes n'est pas suffisant. Il faut qu'on interroge aussi le rapport qu'on a avec elles. En tant que professionnel, en tant que praticien, mais aussi au sein de la société, quoi. On a tous des rapports avec les données aujourd'hui, et on est tous plus ou moins conscients de ça. Voilà. Donc c'est un sujet qu'on essaie de travailler depuis une double position. La position qui est la mienne, qui est une position de designer et aussi d'enseignant, et Pierre-Antoine, qui est philosophe et qui est plutôt dans le domaine des sciences sociales et qui représente aussi la partie ingénieur, on va dire, et du binôme institutionnel qui porte ce travail. Oui, parce que ce livre, ce travail, vous en êtes les pilotes finalement. Vous n'en êtes pas tout à fait. Les auteurs, mais vous l'avez dirigé. Oui, absolument. Oui. Il y a beaucoup de monde qui a contribué. Alors un des faits remarquables effectivement de ce livre, c'est que c'est vraiment une démarche interdisciplinaire qui est forte. Vous attaquez au sujet très complexe des nouveaux imaginaires qui sont induits par le progrès technologique. Alors vous dites que dans les années 70, on pouvait encore comprendre l'informatique parce que les symboles graphiques utilisés pour la faire fonctionner étaient ceux du monde connu. On se rappelle tous, enfin d'ailleurs on a encore sur notre bureau de l'ordinateur le crayon, la gomme, la poubelle, etc. Avant, on était donc conscient de ce qu'on actionnait. Aujourd'hui, on fusionne avec l'espace numérique auquel on se retrouve assujetti sans même en avoir pleinement conscience, je vous cite. Est-ce que c'était ça le point de départ du livre, cette question de l'assujettissement et la nécessité de comprendre les mécanismes cachés du numérique? En fait, il s'agit en effet de soumettre le monde des données à de la réflexivité. C'est aussi le sens du logos, et donc qui nous incite à parler de datalogie. C'est vraiment cette idée qu'il convient aujourd'hui d'ouvrir un champ d'interprétation vaste dédié à l'univers numérique complexe. Et par là, en effet, il s'agit de retrouver un lien avec une certaine forme de matérialité, alors même que l'on parle beaucoup d'immatérialité. L'un des enjeux de la mise en forme et d'un questionnement sur la mise en forme, sur les données comme information, c'est de proposer une réflexion sur la matérialité des données et par conséquent la matérialité du monde numérique complexe. Ceci pour tenter d'ouvrir des brèches de sens.
Alors juste peut-être, est-ce qu'on peut préciser ce que vous mettez derrière données? Parce que c'est un champ à la fois, on comprend bien, et en même temps c'est très très vaste. Est-ce que vous pouvez juste calibrer un petit peu ce que vous entendez par données? En fait, les données, c'est ce que tout un chacun produit dans son utilisation des dispositifs numériques. Et donc ces données sont récoltées par les infrastructures et les entreprises qui mettent au point ces infrastructures et qui nous les mettent à disposition. Et ensuite, ces données font l'objet de quelque chose. Et en fait, on ne sait pas exactement on sait pas exactement de quoi il s'agit, à vrai dire. On sait que ces données font l'objet d'un traitement, mais on ne peut pas être tout à fait définitif sur la nature de ce traitement. On a des traitements algorithmiques, des traitements statistiques qui permettent d'extraire une valeur en fait à partir de cette production. Voilà. Donc on essaie d'interroger à la fois la conscience de chacun par rapport à la production de ces données. Tout à l'heure, vous parliez vous faisiez référence aussi à l'introduction du livre où on comparait les interfaces des années 70 où on a conscience d'actionner la machine et les interfaces rêvées aujourd'hui. Où on se pose la question si c'est même pas plutôt elle qui nous actionne, ou en tout cas on est dans un rapport où on est dans un rapport où la frontière et les rôles sont distribués de façon un peu floue. Est-ce qu'on n'arrive pas dans le monde d'Harry Potter? Alors c'est vrai que il y a quelque chose de magique dans ce qu'on traverse, mais aussi quelque chose de potentiellement tragique. Donc après, voilà, de la magie à la magie noire. Bon, tout ça, c'est une question de point de vue. Et puis justement, pour pouvoir avoir ces points de vue en tant qu'individu, il faut qu'on soit bien conscient de tout ça. Donc on essaye d'agir pour que cette conscience émerge, et notamment chez les gens qui vont agir et qui vont produire en fait dans ce champ, puisqu'aujourd'hui ces infrastructures proposent d'être mises en œuvre par des start-upers, tout un écosystème d'innovation, des gens qui produisent au sein de cet écosystème tout un tas de services, et on s'adresse aussi à ces gens-là, les gens qui vont penser ces nouveaux services doivent être aussi parfaitement outillés sur le plan intellectuel par rapport à ces questions pour pouvoir, tout simplement pour pas être victime de... Voilà. Et ce que vous dites, on y reviendra, mais c'est que tout ça contribue à créer de nouvelles formes de fabrique de l'imaginaire. Oui. Ouais. Il y a en effet toujours des imaginaires qui accompagnent le développement technologique, et dans le cas du numérique, dans le cas du big data, on a un imaginaire qui est assez prégnant, qui est celui de la prédiction, qui est celui de la recommandation, et qui apporte un certain confort. Et en même temps, alors là c'est le point de vue philosophique ou socio-philosophique, ce confort est aussi ce qui est susceptible de déresponsabiliser l'acteur, l'usager, le consommateur, le citoyen. Et de cette façon, notre position consiste à insister sur la valorisation du jeu d'acteur, c'est-à-dire de l'usager comme lecteur, qui se donne les moyens d'interpréter l'univers des données, avec cette idée que nous vivons dans une société des écrans qui a encore besoin que l'on développe une culture du commentaire. Peut-être que ce qui nous manque aujourd'hui, à l'ère du big data, à l'ère des algorithmes, c'est une capacité d'interpréter de façon fine, de façon complexe nos environnements, avec cette idée qu'il y a en effet des imaginaires qui sont en jeu. Donc il est intéressant bien sûr de s'interroger sur quelles formes d'imaginaires sont en jeu. Il y a notamment un chapitre écrit par Stéphanie Chifflet qui insiste beaucoup sur le fait que l'environnement numérique va beaucoup de pair avec le fantasme du contrôle, le fantasme de la maîtrise, qui aboutit à la création d'enveloppes numériques, de bulles numériques ou de bulles informationnelles. Ça fait partie des ambiguïtés de ce rapport au monde numérisé, qui est à la fois une ouverture, mais aussi qui peut être aussi lié à une forme de clôture informationnelle. Donc il est intéressant pour cela, bien sûr, de se confronter aux récits, aux imaginaires, aux grands récits,
ou aux micro-récits qui accompagnent le développement de nos univers numériques aujourd'hui. Oui, et effectivement, on entend souvent dire que le numérique n'est qu'un outil, qu'il est d'autres, mais en fait, vous dites non, non, pas du tout. Alors, je vous cite, j'ai pris des petits bouts, il ne saurait être question de neutralité quant à la relation qu'une société entretient avec ses innovations technologiques. Nos relations aux innovations, un peu plus loin, nos relations aux innovations technologiques sont toujours portées par des représentations et des imaginaires, les technologies de l'information et de la communication n'échappant pas à cette règle, et je vais encore un peu plus loin. Nous pensons que les formes et fonctionnements des objets et services qui nous entourent décident notre société, que leur degré de qualité, par osmose, influence notre environnement et agissent sur nos comportements. Tout cela constitue un fait culturel qu'il nous faut percevoir et comprendre si l'on souhaite exercer le métier de designer en pleine conscience de ce que l'on produit. Très clairement dit. Est-ce que vous voulez... En fait, moi je suis enseignant, je suis praticien du design graphique et numérique depuis des années, mais je suis enseignant également à l'ESAT de Reims. Et mon expérience d'enseignant, c'est que on se retrouve comme ça dépositaire de cette perception. On a bien perçu qu'il y a un fait culturel. Ce fait culturel qui s'exprime de multiples façons, mais notamment par le design et aussi par l'innovation. En fait, il doit être pris en compte de façon frontale et il doit être perçu. Et donc on essaye un peu autant qu'on peut de diffuser cette vision qu'on a eue. Et il se trouve que dans le numérique, un designer ne travaille jamais seul. D'ailleurs, un designer ne travaille jamais seul. Et nos partenaires privilégiés, ce sont les managers, les ingénieurs et les gens du domaine de l'innovation. Et c'est pourquoi, en fait, ce livre en fait, est le fruit d'une collaboration depuis plusieurs années entre l'école l'ESAT de Reims et l'Institut Mines Télécom, et notamment avec l'école Télécom École de Management, qui est la business school de l'Institut. Et ce qu'on essaye de produire dans cette collaboration, c'est une culture commune du projet. On essaye de créer les conditions pour que les ingénieurs, les managers et les designers développent des méthodes en commun et aient un feeling de travail qui soit efficace et qui fonctionne bien, quoi. Et souvent, en fait, ces professions se sont un peu opposées. Où il y a un peu de tirage de temps en temps dans les équipes quand on travaille. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Mais c'est souvent en fait finalement productif. Voilà, ça pose des vrais problèmes qui n'ont pas lieu d'être dans le fond. Hein, parce que on est proches, en fait, on est cousins, on va dire. Je pense dans nos façons de travailler dans le fond. Hein, c'est le background culturel qui diffère. Vous voulez rajouter quelque chose ? Simplement, c'est vraiment le grand défi de cet ouvrage et puis aussi de ce programme de recherche que de passer les frontières disciplinaires pour nous tenir au plus près de la complexité qui est en jeu aujourd'hui à travers le numérique. Et en effet, c'est une forme de nécessité aujourd'hui qui nous amène à créer ce type d'agencement collectif. Oui, parce que ça va jusqu'à la question de l'éthique que vous soulevez dans le livre. L'éthique dans la pratique du design. Alors l'éthique dans la pratique du design numérique qui plus est, puisqu'on a dit qu'il y a des mécanismes invisibles. Donc les questions de l'éthique est évidemment très importante. Et vous portez même parfois un regard un peu, comment dire, acéré sur la question, un peu dur. Je cite, c'est pas vous, c'est une citation que vous reprenez. Peu de professions sont plus pernicieuses que le design industriel. Il n'y a peut-être qu'une seule autre profession qui soit plus factice, le design publicitaire, qui persuade les gens d'acheter les objets dont ils n'ont pas besoin avec de l'argent qu'ils n'ont pas afin d'impressionner d'autres gens qui s'en moquent. Le design industriel, Papanek, n'est-ce pas ? Exactement, Victor Papanek. Le design industriel, qui élabore des sottises vulgaires vantées par les publicitaires, arrive en deuxième position. Et là, on arrive effectivement dans le monde maintenant du design numérique, qui est complètement immatériel, qui est relationnel, qui est empathique, qui est expérientiel, interactif, etc., etc., et où, une fois de plus, les mécanismes sont complètement de plus en plus cachés. Donc cette question de l'éthique est encore plus vraie aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. En sachant que la question éthique, elle va de pair avec le fait de rendre visibles précisément les données, rendre visibles tous nos environnements technologiques pour permettre aux usagers, aux praticiens, on préfère ce terme avec Olaf, d'avoir une prise sur les systèmes. Et c'est ce travail-là qui est d'ailleurs
très bien rendu par Olga Kiseleva, qui est l'auteur d'un excellent chapitre dans l'ouvrage, que de rendre visible ce qui est invisible. Que de rendre visible ce qui est invisible à l'œil nu, donc d'essayer de rendre sensible aux faces cachées de notre société technologique ou de la mondialisation. Mais en effet, il s'agit de dire que, pour résumer, que notre relation aux objets a un impact sur notre manière d'être au monde et que nos objets ont une place, les objets ont une place particulière dans notre existence, dans l'existence. Les objets ne sont pas neutres dans l'inscription dans nos existences et dans la création aussi de modes de coexistence. On dit qu'on est fait par nos relations, demain on sera fait par les objets relationnels avec lesquels on cohabitera. On est déjà fait par nos objets, en effet. Je vous cite encore, le monde qui se donne à voir par l'information est toujours orienté, voire incomplet, sollicitant un travail d'interprétation. Un peu plus loin, un défi est de rendre visible ce qui est présenté comme immatériel. Au fond, n'est-ce pas la société de l'information telle qu'elle se profile à l'ère numérique qui se montre en attente d'un tel travail de traduction et d'interprétation? Donc effectivement, il y a un gros enjeu de ce que vous disiez tout à l'heure, de rendre visible l'invisible, et peut-être en passant par des nouvelles formes de langage, de représentation, et c'est le travail précisément des designers de l'immatériel. Oui, et d'ailleurs ça fait l'objet d'un débat en fait, parce que il existe aussi un autre point de vue qui dit non, la technologie doit disparaître, on doit être en face d'un monde où la technologie n'est plus visible. On est dans un monde post-numérique, et donc toute la quincaillerie qui nous accompagne aujourd'hui doit. C'est ce qui arrive, ça, d'une certaine manière. Mais en même temps, ce faisant, en fait, ça rend encore plus invisibles les mécanismes qui sont à l'œuvre et ceux qui nous actionnent. Parce qu'on est vraiment actionné en fait dans nos choix. Par exemple, il y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est qu'il suffit de voir l'utilisation des GPS dans la ville, le trafic de VTC mis en mouvement par les recommandations de logiciels comme Waze ou autres, ont réellement changé l'urbanisme en fait. C'est-à-dire le trafic n'est absolument plus le même dans la ville, et ça c'est vraiment un signe qu'on peut tout à fait percevoir. Et en fait ce symptôme de cette transformation, en fait, il existe un peu partout, à tous les niveaux, et notamment dans la normalisation aussi du rythme d'échange entre les gens qui utilisent des instruments comme Facebook, par exemple, ou qui a ces modalités, qui proposent des modalités d'échange. Et on ne peut pas aller au-delà des modalités d'échange qui sont proposées dans Facebook. On doit les accepter. Et on peut imaginer effectivement que ce n'est que le début. Ça a été un des grands sujets de ce festival des Rendez-vous du futur, notamment donc la question du réel augmenté, donc avec une sorte de matrice servicielle qui est en train de se superposer au monde physique et qui de plus en plus nous apportera tout un tas de services géolocalisés, personnalisés, attentifs, etc., qui feront qu'on ne pourra plus s'en passer, mais que du coup, l'espace public demain sera peut-être régi par des conditions générales de vente et plus par les règles de la cité. Donc on voit que ça peut aller assez loin dans le glissement au bout du bout avec l'essor des entreprises-États, etc. quoi. Alors ça, c'est peut-être un autre sujet, on s'éloigne de... Quoique, non, je vous vois peut-être régir. Non, c'est totalement le cœur, puisqu'il s'agit... d'insister sur ce que peuvent faire les usagers, comment les usagers doivent et peuvent exercer leur libre arbitre. Et c'est bien à cette condition qu'une société reste innovante, reste créative, parce qu'on a en effet ce risque aujourd'hui de voir des logiques de prescription l'emporter, de recommandation, de prédiction, mais qui peuvent en effet devenir des formes de prescription. Oui. Et ce serait la fin, en quelque sorte, alors même si ça peut paraître un peu sombre, mais la fin de l'espace public, de l'espace commun, qui a besoin de singularité, d'individualité, pour se réinventer sans cesse. Et de chaos créatif. Voilà. Alors, vous intéressez aux nouvelles expériences perceptives et cognitives qui sont en jeu, tout en rappelant que l'enjeu des objets techniques n'est pas d'être utilisés passivement, mais plutôt d'être pratiqués, appris, maîtrisés, connus. Ça nous amène à la question de la démocratisation de l'usage de ces techniques, notamment dans le champ créatif.
Quel regard portez-vous sur le mouvement des makers, la production collaborative, etc. Comment vous voyez ce champ-là? Est-ce que c'est un champ... C'est la grande bouffée d'oxygène dans un espace qui est pour l'instant saturé par ce que les GAFA proposent. Ça va être une révolution pour vous? C'est très difficile à dire en fait, mais en tout cas c'est un signe de vitalité de la société civile qui réagit. En même temps, on peut relativiser tout ça en disant que finalement les makers travaillent avec des technologies qui aussi leur sont fournies. Et donc aujourd'hui, les vrais concepteurs aujourd'hui, les concepteurs premiers, on va dire primaires de tout ce système sont les gens qui écrivent les langages de programmation, qui fabriquent les machines, c'est-à-dire un industriel aujourd'hui a sans doute plus intérêt à proposer à ses clients des produits qui permettent de produire plutôt que des produits finis parce que il y a un désir, il y a une maturité de la société maintenant pour aborder cette question-là. Et on voit des signaux faibles, si je puis dire, qui arrivent, comme les tech shops qui commencent à s'ouvrir en France, un à Évry, un à Lille, bientôt un à Strasbourg, je crois. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment des plateformes de production collaborative, d'intercréativité, et on voit qu'il y a des porosités qui vont commencer à se créer autour de ces plateformes, qui pourront devenir des plateformes créatives, peut-être des lieux culturels demain, peut-être des fabriques même carrément créatives, artistiques. Pourquoi pas? Surtout, ce sont des lieux de connaissance. Voilà. C'est des lieux où la connaissance de la technologie est très élaborée, versus une société très fluide d'utilisateurs de services. Donc je pense que c'est la grande différence. On ne va pas dans un Fab Lab pour l'utiliser comme un service. D'ailleurs, en général, les Fab Labs n'acceptent pas les gens qui viennent avec cet état d'esprit. Dans un Fab Lab, on est là pour apprendre, pour transmettre ce qu'on a appris, pour partager et pour développer en fait le savoir. Et ça, c'est une attitude. C'est vraiment une attitude psychique même qui est très spécifique et qui, à mon avis, qui est très bénéfique. On a beaucoup besoin de cette énergie-là, je pense, aujourd'hui. Et, oui. Ce qui est important à ce propos, c'est en effet de transmettre aussi le désir de partage. Et pour cela, je disais tout à l'heure, de passer les frontières, favoriser le passage des frontières disciplinaires, c'est aussi au niveau de l'éducation. Et c'est pour cela qu'on est très attentif au fait de sensibiliser nos étudiants ingénieurs, managers de l'Institut Mines Télécom, les étudiants designers, pour favoriser le travail en commun, parce que c'est une éducation, c'est aussi une certaine sensibilité à affiner, à aiguiser. Une pratique. C'est une pratique, absolument. Il faut pratiquer la pratique. Une pratique et une fabrique des imaginaires. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps, et ça va être difficile de répondre du coup, mais néanmoins, c'est quoi le design du futur? C'est quoi, comment vous imaginez, après tout ce travail, le métier du designer du futur? Vous avez 1 minute chacun, bien sûr. Tu veux commencer? Non. Pour moi, alors, je sais pas, je réfléchis en parlant, mais le design du futur, je pense que c'est un design qui va essayer d'intégrer, de réaliser des quadratures du cercle en permanence. C'est un design qui va chercher j'ai un mot qui est sur la langue mais qui vient pas. Mais c'est quelque chose qui répare aussi. C'est quelque chose qui répare. Le design de demain, il va réparer et réconcilier. Voilà, c'est ça. À la fois les gens qui produisent de la technologie, l'industrie, avec le parcours humain qui doit continuer. Et on espère qu'il va continuer. Mais pour l'instant, on est vraiment en face d'un blocage de la société. On a plus de questions bloquées que de questions ouvertes aujourd'hui. Et notamment, là je parle d'écologie aussi. L'objet qui devient, et quel que soit l'objet, l'objet qui devient connecté, relationnel, empathique, donc il introduit la question de la relation, de l'émotion, de l'expérience. Est-ce que le designer du futur devient psychologue, sociologue, peut-être
philosophe, ergonome. Enfin, est-ce qu'on sort pas du... Il y aura toujours les matériaux, bien entendu, hein, mais il y a la physique toujours, mais est-ce qu'on n'intègre pas aussi pleinement toutes ces dimensions-là? Alors, s'il ne devient pas lui-même aussi philosophe, sociologue et psychologue, il aura besoin de travailler avec ces disciplines, d'être en permanence confronté à ces formes de différence, de différentes façons de percevoir, de penser le monde. Et je dirais que le designer du futur, ce sera celui qui est en mesure de mesurer l'impact de l'objet sur la coexistence. Merci messieurs, merci beaucoup. Je recommande Datalogie, forme et imaginaire du numérique, donc un travail qui a été piloté par Olaf Avenatti et Pierre-Antoine Chardel. Piloté, mais vous y avez contribué également, hein. C'est pas juste un pilotage. Nous, et puis aussi tous nos étudiants, puisque l'ouvrage présente beaucoup de projets également, oui. Et pas uniquement de réflexion théorique, mais aussi de il y a beaucoup d'images. Production pratique, en pratique. Voilà. De belles images pour illustrer tout ce qui est dit. Merci beaucoup et merci Niels. Merci à vous, chers internautes. Merci à nos producteurs, JD Carré, Triple C, Le Cube, au Digital City Forum, notre partenaire éditorial. Et merci à la Social Good Week également de nous encapsuler dans sa belle semaine. À tout de suite sur les réseaux. Merci.